vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Les Vraies Voix. On embrasse également Cécile qui va nous rejoindre lundi a priori, qui nous manque, mais on l'embrasse très très fort. Au sommaire de cette émission, pour la première fois, plus de la moitié des Français, 53%, souhaitent une censure du gouvernement, selon notre balise IFOP. Le RN pourrait bien voter avec la gauche en cas de 49.3 sur le budget. Gérald Darmanin appelle à faire des compromis avec le Rassemblement national. Et parlons vrai, est-ce que taper sur le RN comme le fait la Macronie n'est pas suicidaire pour le gouvernement? Est-ce que Gérald Darmanin n'est pas un des rares dans son camp politique à faire preuve de lucidité? Et à cette question, le gouvernement Barnier est-il en sursis? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et nous aurons le plaisir d'avoir Jean Garrigue, historien spécialisé dans l'histoire politique et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Le trafic de stupéfiants touche 79% des communes, indique la Cour des comptes. Dans ce rapport, les magistrats saluent les efforts de l'Office anti-stup créé en 2020, mais ils déplorent un budget insuffisant et un manque de personnel spécialisé. Alors parlons vrai, êtes-vous surpris par ces chiffres dévoilés par la Cour des comptes? Pensez-vous qu'on peut encore renverser la vapeur contre le narcotrafic? Et à cette question, 79% des communes touchées par le trafic de drogue, le subissez-vous dans votre propre commune? Vous dites oui à 53%. On attend vos témoignages au 0826 300 300. Nous aurons comme invité Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges et président de l'association des maires ruraux de France. Les vraies voix Sud Radio. Et nos vraies voix du jour, bien évidemment, comme d'habitude. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir Philippe. D'une grande élégance, très belle cravate. J'ai été à la télé ce matin, alors bon. Loïc Guérin, sans cravate, mais avocat pénaliste. J'allais le dire, ça va être plus dur pour le compliment sur la cravate. Non, mais belle chemise. Merci. Faut bien que je compense. Vous ne cherchez même pas à vous normaliser ici, mon cher Loïc, comme certains à l'Assemblée nationale. J'ai pas eu le sentiment qu'ils essayaient très fort quand même. Et enfin, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Super chemise, super cravate. Ça bonsoir, mon cher Philippe, bonsoir à tous. Oui, rouge. Rouge. Si on devait schématiser, on a un ancien avocat général, un avocat, le droit, vous c'est le travers dans les vraies voix du jour. Oui, moi je suis, oui, vous savez, comment on disait, c'était Roland Mitterrand a deux avocats, Dumas pour le Badinter pour le droit, Dumas pour le travers. Dumas pour le tordu. J'avais entendu le travers. Ce qui équivaut à peu près à la même chose. Allez, notre auditeur du jour, direction Arcachon. Ça donne envie d'aller faire trempette, même si elle doit être un peu fraîche en ce moment. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. L'eau n'est pas très fraîche, on peut encore y aller. Oh, elle est à combien? Elle est à combien? Oh, elle doit être à 13 à peu près, dans ces eaux-là. Oui, enfin, excusez-moi, à 13, moi je la considère comme un peu fraîche. Soit dit en passant, toujours trouver des volontaires. Avec une combinéoprène, ça va, mais sinon ça va être un peu frais. Ouais, même à boire. Puis en plus, elle est salée. Pour aller chercher les huîtres de Noël. Alors, votre coup de gueule, c'est sur Patrick Balkany. Ah oui, écoutez, là j'ai appris ça ce midi, des infos. Non mais ça pourrait prêter à rire, mais enfin voilà un personnage. Bon, alors il est sulfureux, le mot est faible. Rappelez-vous un peu sa condamnation et tout ça. Ce grand cinéma sur Giverny, il allait quasiment décéder suite à ces condamnations. Écoutez, voilà un homme qui ose se prétendre revenir en politique. Bon alors, je veux bien que ça soit le Valois. Alors, je vous arrête, j'explique. Il a demandé que soit revue sa peine d'inéligibilité pour pouvoir être candidat au municipal de 2026 à Levallois-Perret. Voilà, c'est ce qu'il a demandé, on l'a appris aujourd'hui. Voilà. Bon, alors écoutez, franchement, moi je trouve ça... Totalement bien. Je sais que maintenant tout est possible. Bon, quand on voit, je veux pas les défendre, mais quand on voit, c'est pas la même juridiction, mais ce que le RN prend comme condamnation pour des choses qui sont certainement même moins importantes. Là, vous avez des tournements. Enfin, il y a tout ce qui était possible, il y est passé, Balkany. Et ce monsieur veut se faire réélire. Frédéric, on va faire réagir les vraies voix parce qu'il nous reste 2 minutes pour les faire réagir. Philippe Bilger, cette demande de Patrick Balkany, elle vous surprend? De sa part à lui, absolument pas. Donc, j'arrête là pour laisser la parole à mes amis. Et sur le reste?
Ah mais c'est invraisemblable, enfin. Vous permettez, on va donner la parole à la défense en second, Nicolas Corato. Je sais, je vais avoir du mal quand même, il va falloir que je rame un petit peu. Je peux comprendre qu'il souhaite l'obtenir, après tout, qu'il ne demande rien à rien. Après, sur le plan de la morale ou sur le plan du positionnement citoyen, j'ai évidemment plus de mal à Vous pensez que la justice peut lui donner raison et dire on vous enlève votre la balle est dans leur camp, on va voir s'ils sont cohérents ou pas. Une place de la République, Nicolas Corato. Moi, je pense à la suite et rien ne dit qu'il ne serait pas réélu. Ouais. Ah ben c'est très possible, parce qu'il est très aimé a priori à Levallois-Perret. Mais bon, Philippe Bilger. j'espère tout de même un petit peu une prise de conscience éthique. Vous rêvez d'une prise de conscience citoyenne? Je rêverais de ça. On en rêve tous. Voilà. Et vous pensez que la justice pourrait aller dans son sens ou pas Ça me semble compliqué. Moi, moralement, j'ai toujours considéré qu'une fois qu'on avait purgé sa peine, c'est le cas de Cahuzac qui s'est représenté, oui. On purge sa peine, on retrouve l'intégralité de ses droits. Là, Patrick Balkany, c'est pas la même chose. Il est toujours en train de purger sa peine d'inéligibilité et il demande à en être exonéré. On a vu comment il se conduisait pendant avec son bracelet électronique. C'est pas quelqu'un qui nous a habitués à respecter la règle. Donc, c'est vrai. Voilà. Frédéric d'Arcachon, merci à vous. Vous êtes notre auditeur du jour, donc évidemment vous êtes notre auditeur fil rouge et évidemment vous allez faire le qui c'est qui l'a dit. Je suis sûr que vous êtes en forme et que vous avez bien révisé. J'espère. Bon, écoutez, je vous envoie les questions et mon RIB en même temps. Comme ça, vous allez les mettre tous, Fanny. Non. Ah, c'est comme ça que ça s'explique, tout s'explique. Non, je sais pas, il y a peut-être une relation de cause à effet avec ce dont on parlait. Ouais. Allez, tout de suite, dans le réquisitoire du procureur, sur quoi allez-vous requérir, monsieur le procureur? Des rackets violents à Marseille. Des rackets violents à Marseille. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, avec Loïc Guérin, avec Nicolas Corato. Et c'est l'heure du réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez nous emmener à Marseille où des commerçants vivent dans la terreur, Philippe Bilger. Absolument, des racketteurs plongent des commerces de Marseille dans la terreur, des malfaiteurs armés menacent les gérants et les employés, et finalement, à une certaine époque, j'en avais un peu assez de cette médiatisation qui voulait laisser croire que la délinquance ou la criminalité n'existait qu'à Marseille. Et puis finalement, au fil du temps, je me demande s'il n'y a pas à Marseille un monde à part sur ce plan-là, dans la mesure où j'ai l'impression que la gravité des faits criminels et des comportements délictuels anticipe généralement pour le pire ce qui ensuite va s'essaimer dans la France tout entière. Ça devient très préoccupant, surtout que on s'occupe beaucoup de Marseille, mais les résultats ne sont jamais là. Loïc Guérin, vous qui êtes avocat pénaliste, c'est vrai qu'à Marseille, on tombe sous les balles tous les mois déjà. Alors je suis assez d'accord, j'avais un peu de lassitude avec cette stigmatisation de Marseille qui est assez, pardon pour les auditeurs, mais assez parisienne, de critiquer Marseille pour se valoriser soi-même. Je dois dire, moi aussi, que les nouvelles sont pas franchement bonnes. Les amis que j'ai là-bas, les confrères que j'ai là-bas me confirment que c'est pas nécessairement qu'une image d'Épinal négative. Il y a réellement une délinquance de plus en plus violente, de plus en plus incontrôlable. C'est même de la criminalité à ce stade. Oui, mais je parle de la délinquance dans son ensemble, oui. C'est-à-dire à la fois criminelle et délictuelle. Et ça me fait penser également à un article qui est sorti à plusieurs reprises d'ailleurs dans différents journaux ces dernières semaines, derniers mois. C'est le nombre de magistrats en augmentation constante qui font l'objet de menaces. Et je pense à Marseille parce que là aussi, sans nécessairement que ce soit la première ville, mais c'est une des villes qui a été touchée plutôt dans les premières, avec des menaces sur la vie même des magistrats. Et là aussi, il y a un vent mauvais qui donne quand même l'impression qu'on a perdu le combat et qu'on est en train de se retrancher dans les dernières lignes. Nicolas Corato. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'associer les mots raquette et Marseille. Et vous avez raison, Philippe, de dire que cette image est très préjudiciable à la ville. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement l'aspect tombeau des Danaïdes. On a mis, objectivement, beaucoup de moyens. Des milliards. En termes de justice, en termes de police spécialisée, en termes d'argent public, de moyens publics pour lutter contre la criminalité à Marseille. Il faut reconnaître d'ailleurs que le président Macron, ses gardes des Sceaux successifs se sont engagés sur ce sujet de manière... et pour connaître des magistrats et des avocats effectivement de la ville, il y a une mobilisation des services de l'État pour lutter contre le crime organisé. Et malgré tout cela,
malgré tout cela, non seulement les choses ne s'arrangent pas, mais en plus, elles empirent et elles prennent des proportions élevées. Moi, il y a quand même un sujet qui me pose question, c'est que j'entends assez peu les élus de la ville se mobiliser sur ces faits-là. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont banalisé le sujet et qu'ils ont baissé les bras? Ou qu'ils ont la trouille? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont la trouille? Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, ils considèrent que ça fait aussi partie de la sociologie de leur ville et qu'ils s'en accommodent, ce qui serait encore pire? Mais je trouve qu'on entend beaucoup l'État sur la criminalité à Marseille et proportionnellement assez peu les élus locaux. C'est pas leur compétence. Ils ne relèvent pas aux élus locaux d'assurer la police, puisqu'on est dans une ville où c'est le préfet qui gère ces aspects-là. Mais quand même, ils ont leur mot à dire et ils peuvent mobiliser la population. Allez, tout de suite, 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont électricité, murs et voitures. De l'électricité dans l'air à l'Assemblée nationale. LFI propose d'abroger la réforme des retraites pour sa niche parlementaire. Le bloc central joue l'obstruction avec 1 millier d'amendements. Pendant ce temps, le gouvernement menacé de censure annonce reculer sur les hausses de taxes sur l'électricité. Des murs de parpaing devant des agences publiques, du fumier ou des papiers jetés sur des administrations. Des agriculteurs dénoncent un trop-plein de normes et de paperasse. Et puis en voiture, Simone, les applications Uber et Bolt lancent des options en région parisienne pour permettre aux clientes de commander un VTC conduit par une femme. Les vraies voix Sud Radio. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac, c'est la stratégie ça du bloc central, un jouet de la montre jusqu'à minuit, car aujourd'hui c'était la niche parlementaire de la France Insoumise, avec au menu l'abrogation de la réforme des retraites. Le RN était prêt à joindre ses voix à celles de la gauche. Alors pour éviter ça, le bloc central a noyé cette niche dans 1 millier d'amendements pour empêcher une mise au vote avant minuit. Passé ce délai, ce sera trop tard, on sera demain. Merci, au revoir et bonne nuit. L'obstruction à front renversé, l'arroseur arrosé, disent les macronistes. Cet argument agace d'ailleurs profondément les Insoumis et leur coordinateur national, Manuel Bompard. À l'époque de l'examen sur la réforme des retraites, effectivement, nous avons déposé beaucoup d'amendements. Effectivement, nous avons fait le maximum pour empêcher le vote de pouvoir avoir lieu, mais parce que nous portions la parole de 80 à 90% des Français, 2 millions de manifestants qui étaient dans la rue et qui disaient on ne veut pas de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Quel est le mandat que portent les députés macronistes aujourd'hui en essayant de nous empêcher de voter? Ils portent la parole de qui quand vous avez aujourd'hui plus de 70% des gens qui défendent au contraire l'abrogation de la réforme des retraites? Ils ne portent pas de mandat populaire. Donc la différence, elle est majeure entre ce qui a pu se passer au moment de l'examen de la réforme des retraites et ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et puis en face, on a des députés macronistes très en verve, à l'image de Brigitte Lizaud qui s'en est pris à l'idée de financer un retour à 62 ans par une augmentation du prix des cigarettes. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. S'il vous plaît. Je peux même vous préciser un peu de silence. qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vie. On ne s'entend plus. Si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez demander à M. Mélenchon ou vous pouvez demander à M. Le Pen. Voilà, ambiance électrique, je vous le disais à l'Assemblée. Et justement, tandis que le RN pourrait voter avec la gauche en décembre pour renverser le gouvernement Barnier, le Premier ministre annonce aujourd'hui cette concession. Il fait marche arrière quant à l'électricité, pas de hausse des taxes comme initialement prévu dans le budget. Les factures devraient même baisser de 14%, affirme Michel Barnier dans une interview au Figaro. Philippe Bilger, c'est pas amusant, LFI qui se plaint des amendements, ils en avaient posé plus de 19 000 lors de la loi sur la réforme des retraites. Alors, comment dirais-je, je trouvais que sur les amendements eux-mêmes, l'argumentation de Manuel Bompard n'est pas absurde, ça n'est pas comparable. Mais tout de même, de l'autre côté, je me satisfais de voir qu'ils rendent finalement la rançon de leurs pièces. Mais tout ça donne une atmosphère très puérile tout de même. Je sais pas, j'arrive pas à me persuader que c'est vraiment une représentation nationale. Nicolas Corato. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, la question de la remise en cause de la réforme des retraites, elle est bien sur les bancs de l'Assemblée. Ils s'y étaient engagés, ils le font. Ça prouve aussi que cette réforme des retraites, elle n'est pas passée dans la population. Parce que ces députés-là ne prendraient pas ou ne reprendraient pas ce bâton de pèlerin s'ils ne se sentaient pas soutenus par tout ou partie ou une grande partie de la population française. Donc ça pose une question à l'Assemblée, ça pose une question au Parlement, et puis ça pose une question au président qui a décidé de faire de cette réforme des retraites la bataille des batailles de ces deux quinquennats.
Au bout du compte, est-ce que le totem ne devrait pas tomber pour libérer aussi le Parlement? Et l'article 40, Nicolas? Loïc Guérin. Alors effectivement, c'est un peu des deux côtés, un peu la même mesure et les mêmes critiques. Donc on est malvenu de part ou d'autre de critiquer les techniques que finalement on met en place. Oui. Là où ça pique un petit peu, c'est que finalement les députés qui aujourd'hui jouent la montre sont plutôt proches, voire même du même bord politique que ceux qui dirigent. Ce qui est un peu, enfin, l'exécutif en tout cas. Et ça, c'est un peu gênant. C'est-à-dire que l'exécutif, soutenu par certains parlementaires, voit dans les parlementaires un relais qui finalement empêche le fonctionnement du Parlement. Là, ça donne une dimension un peu particulière à la tactique qui est mise en place. Et je rejoins Philippe Bilger là-dessus. Quelle puérilité! Quelle puérilité. Second mot, des murs est dirigé par des agriculteurs ce matin devant des agences publiques en région parisienne, Félix. C'est vrai maçon, les gars. Des murs symboliques devant l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Une centaine d'agriculteurs mobilisés comme ça ce matin dans la capitale. Damien Greff, président de la FDSEA Île-de-France, dénonce un trop-plein de normes par rapport aux autres pays européens. On a des agences qui sont en parfaite autonomie aujourd'hui, l'INSERM, l'ANSES, l'INRAE, l'OFB, et donc tout ça crée de la réglementation. Parfois, il y a un peu de militantisme aussi au sein de ces agences-là. Et en fait, cette réglementation se superpose sans aucune cohérence. Aujourd'hui, on cible l'INRAE, mais il y a une multitude d'autres agences aujourd'hui, puisque l'État a dédié une partie de sa responsabilité à travers un certain nombre d'instituts, d'organisations. Moi, si je prends l'exemple sur mon exploitation, je suis incapable de vous dire ce que l'INRAE, depuis 25 ou 30 ans, m'a apporté dans mon système d'exploitation. Qu'est-ce que l'INRAE m'a permis comme levier d'action pour être moins impactant vis-à-vis du milieu, pour être plus productif, tout en préservant davantage la biodiversité. Des propos recueillis par l'agence France Presse à Paris, tandis que du côté de Toulouse, d'autres agriculteurs ont soudé les portes de l'Office français de la biodiversité. Il y a aussi eu du fumier, de la laine de mouton devant la préfecture à Nice et du papier jeté sur la cité administrative de Strasbourg, du papier pour dénoncer le trop-plein de paperasse. Philippe Bilger, arrêtez d'emmerder les Français, disait Pompidou. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs avec la paperasse 60 ans plus tard, pratiquement. Il n'y aurait pas que les agriculteurs. Oui, les médecins, je etc. pourrais en dire beaucoup sur le plan judiciaire, où en réalité il y a tellement de bureaucratie qu'on n'a plus le temps de mettre en œuvre ce que j'appellerais une justice de visage. Et, enfin, le gain. Oui, je rejoins Philippe Bilger là-dessus, en particulier pendant la crise du Covid. On a vu que finalement le côté administratif avait pris le pas sur le terrain. Et on a une dichotomie énorme entre ceux qui dirigent et qui créent finalement de la paperasse à chaque fois, quel que soit le bord politique d'ailleurs. La première chose qu'ils disent, il faut simplifier, il faut rendre les choses plus près du terrain. Et la seconde chose, généralement, rajouter une couche de complexité. Et avec derrière une écologie parfois déconnectée des réalités, très punitive, une norme qui est additionnée à celle européenne et qui fait que finalement on étouffe sous les normes. Nicolas Corato. Il y a plein de choses à dire, mais moi je choisirais plutôt l'angle sur la forme. Je me souviens de nos débats qui n'avaient pas de fin sur les trois abribus en miettes pendant les parcours de la réforme des retraites. Et je trouve que à chaque fois que les agriculteurs agissent et qu'ils dégradent des biens publics, nous n'avons pas les mêmes réactions, ni du ministère de l'Intérieur, comme si peut-être ce corps social bénéficiait d'une forme d'impunité ou d'immunité par rapport aux moyens de ces actions. Moi, je suis pour toutes les manifestations et je comprends que parfois il y a un peu de casse du matériel urbain, mais j'aimerais que cette compréhension qu'on a pour les agriculteurs et peut-être de bonne aloi, on l'est aussi pour d'autres manifestants. J'attends nos réactions pour les prochaines manifestations des cheminots de la SNCF et nous verrons si nous sommes tout aussi de bonne foi. Alors juste, petite précision, la ministre de l'Agriculture, ça je vous l'ai pas dit, mais la ministre de l'Agriculture a eu un petit mot justement pour condamner sur la forme les modalités d'action. Mais monsieur Retailleau... Ah oui. Troisième mot, voiture, avec ses nouvelles options sur Uber et Bolt pour s'assurer que le VTC sera conduit par une femme. Option mise en place en région parisienne pour rassurer les clientes Uber by Woman. C'est le nom, le prix sera le même, mais le délai d'attente pourrait en être rallongé. Il y a environ 1500 femmes qui conduisent des Uber dans la capitale, indique la plateforme. Elle espère au passage féminiser la profession, figurez-vous, en la rendant plus attractive aussi pour les conductrices. Un dispositif similaire a déjà été testé en Pologne ou alors en République tchèque. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout de suite, notre grand débat, retour sur une journée tendue à l'Assemblée, entre menaces de censure du gouvernement Barnier, tentative d'abroger la réforme des retraites et division à gauche. La France est-elle au bord d'un basculement politique? Alors parlons vrai. Est-ce que taper sur le RN comme le fait la Macronie n'est pas suicidaire pour le gouvernement? Est-ce que Gérald Darmanin n'est pas un des rares dans ce camp politique à faire preuve de lucidité? Et à cette question, le gouvernement Barnier est-il en sursis? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Jean Garrigue, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Bonsoir Jean.
Bonsoir. Question cash, réponse cash. Si vous deviez parier, miseriez-vous sur le fait que Michel Barnier sera encore à Matignon le 1er janvier 2025 ? Je vais vous surprendre, je suis de ceux qui parient qu'il pourra rester jusqu'au 1er janvier. Eh bien, vous pariez comme Jean Garrigue ou pas comme Jean Garrigue ? Appelez-nous au 0826 300 300 et ce n'est absolument pas un pari risqué. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Nicolas Corato, Loïc Guérin et c'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La menace d'une motion de censure du gouvernement Barnier. J'ai l'impression qu'on en est à l'épisode 212 d'un feuilleton qui a commencé donc au moment de la nomination de ce gouvernement Barnier. Aujourd'hui, en l'état, vous ne censurez pas le gouvernement, vous attendez les réponses de Michel Barnier. Oui, nous attendons les réponses de M. Barnier tout en l'alertant sur le fait que son gouvernement prend une très mauvaise direction. Bon voilà, nous avons évoqué tous les sujets qui sont des sujets d'importance, mais le Premier ministre m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. Pour la première fois, plus de la moitié des Français, 53%, souhaitent une censure du gouvernement Barnier selon la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. C'était 53%, mais dans l'autre sens la semaine dernière. Le RN pourrait bien voter avec la gauche en 4,49,3 sur le budget. Gérald Darmanin appelle d'ailleurs à faire des compromis avec le Rassemblement national. Alors parlons vrai, est-ce que le RN va appuyer sur la gâchette de la censure ? Ou est-ce que, dédiabolisation oblige, il ne va pas censurer le gouvernement ? Et à cette question, le gouvernement Barnier est-il en sursis ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Avec nous, Jean Garrigue, historien et membre et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. On va déjà faire un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Alors, dans l'interrogation formulée par Sud Radio, en ce qui me concerne, je vois deux sujets sur lesquels je vais parler très rapidement. Le premier, c'est l'attitude de Gérald Darmanin. Elle n'est pas complètement étrangère à ce qu'il a d'une certaine manière toujours pensé. Il y a un mélange de sincérité chez lui lorsqu'il souhaite qu'on tienne compte de certaines revendications du Rassemblement national et bien sûr il y a du calcul électoral par rapport à ses ambitions électorales et par rapport surtout à ce qu'il veut créer de distance avec les futurs adversaires peut-être de 2027. Second argument, moi je crois qu'on commence un petit peu à en avoir assez. Je veux dire, hier c'était l'absence de censure et puis on aboutit maintenant aujourd'hui à plutôt la probabilité d'une censure. Cela devient véritablement de l'ordre du supplice chinois. Il me semble que les citoyens aujourd'hui ont besoin d'une netteté, qu'on sache s'il y a une épée de Damoclès, qui la tient, qui va la subir. On ne peut plus durer comme ça d'une manière un petit peu absurde. Loïc Guérin. Objectivement, enfin de manière un peu rationnelle, vous avez raison, on a un gouvernement qui est fragile, à l'évidence. Il l'est institutionnellement, il l'est dans les idées, il l'est dans sa composition. On a un chef de l'exécutif qui est, si je dis hors sol, je pense pas être excessif, qui ne contrôle plus rien, qui lui-même a déclenché la tempête dans laquelle finalement il est en train de se faire un peu emporter. Avec la dissolution. Avec la dissolution. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le pays. Alors mieux vaut pas de voix qu'une mauvaise voix, mais enfin, pas de voix du tout n'est jamais très bon pour une nation quand elle doit se faire représenter, au moins sur le plan international, en Europe comme ailleurs. Nicolas Corato, dont on va entendre la voix. Oui, non mais moi je pose une question, mais j'ai pas la réponse. Est-ce que les choses ne se précisent pas et ne s'accélèrent pas tout simplement parce que depuis le réquisitoire au procès du Rassemblement national, le Rassemblement national se pose désormais la question de l'opportunité d'accélérer la crise institutionnelle pour précéder l'éventuelle crise judiciaire et politique qui viendrait d'une condamnation à l'inéligibilité de Madame Le Pen avec exécution provisoire. Et que on a compris quand même le changement de pied du Rassemblement national depuis ce réquisitoire
subrepticement, la question de la censure est devenue quasiment prioritaire alors qu'elle était quand même assez retenue jusque-là. Donc, quelles sont les réelles intentions du Rassemblement national et jusqu'où ira-t-il ? Jean Garrigue, est-ce que vous pensez que le revolver est seulement dans la main du Rassemblement national ou qu'il peut y avoir un sauveur qui pourrait être, je sais pas moi, le PS ? Écoutez, j'en doute si l'on en croit les dernières déclarations de François Hollande. Olivier Faure et surtout cette espèce de soumission électoraliste, puisque c'est du pur électoralisme des socialistes à la stratégie de chaos, en fait, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Donc il m'apparaîtrait quand même étonnant de voir les socialistes sauver le gouvernement Barnier, ce que je déplore, parce que dans la conjoncture actuelle, et sans aller jusqu'au scénario à la grecque, il me semble que remettre de la crise dans la crise, renverser le gouvernement Barnier à l'heure actuelle, ce serait pas quelque chose de très positif pour l'image de la France à l'étranger, pour l'image de la France face à ses créanciers notamment. Et je crois que ce serait vraiment pas une très bonne nouvelle. Je souscris d'ailleurs totalement à ce qui vient d'être dit, notamment par rapport au calendrier et par rapport à cette synchronicité surprenante entre le durcissement des positions du Rassemblement national et le fameux réquisitoire du procès qui n'était pas prévu, qui n'était pas attendu. Et on a vu d'ailleurs de quelle manière Marine Le Pen a été un peu bouleversée par ce réquisitoire. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il sera appliqué jusqu'au bout, mais je ne suis pas prophète et Philippe Bilger aurait une sensibilité plus fine que la mienne là-dessus. Mais simplement, moi je pense que cette radicalité qu'on nous présente comme venant de la base des électeurs du Rassemblement national, elle peut amener à une motion de censure. Je disais tout à l'heure que je n'y croyais pas, mais c'était un peu une forme de provocation. Elle peut amener à une motion de censure, mais la vraie question, c'est de savoir si cette motion de censure sera un bon calcul pour Marine Le Pen. Est-ce que ce sera pour elle se créditer vis-à-vis de son électorat, ou est-ce que ce sera par rapport à l'électorat de la droite modérée, on va dire, l'électorat d'un Gérald Darmanin, dont elle a besoin pour gagner l'élection de 2027, est-ce que ce ne sera pas justement une forme de rupture qui montrera que au fond la dédiabolisation elle a ses limites et que le chaos c'est le Rassemblement national qui l'aura suscité. Donc voilà, moi je pense qu'on est actuellement dans une forme de balance, d'hésitation aujourd'hui au sein du Rassemblement national. Mais ce sont eux, effectivement, qui ont les clés de la motion de censure. Philippe Bilger, vous qui êtes la pitié de la politique française, d'après Jean Garrigue, il vient de le dire. Mon cher Jean, est-ce que, sur votre dernière observation, est-ce qu'il est concevable qu'on impute le chaos au Rassemblement national alors qu'il y a une forte majorité de citoyens qui comprend bien qu'en réalité, c'est la dissolution qui l'a profondément créé. Mais je voudrais vous questionner sur le point suivant. C'est faux. Est-ce que c'est vrai? Non, mais Jean, c'est partiellement faux. Voilà. Mais ma question, tout à l'heure. Jean, ma question était différente. Je voulais vous demander comment, avec ces troubles parlementaires, on peut articuler cette demande qui apparemment devient un peu majoritaire de démission du président de la République. Comment vous voyez l'articulation entre ces deux démarches? Alors, ce qui est sûr, pour revenir, là aussi, j'ai fait un peu de provocation, c'est évident que la dissolution au soir des élections européennes a été le premier élément de trouble, de chaos dans notre vie politique. Mais je rappelle malgré tout que c'est pas Emmanuel Macron qui a tenu la main des électeurs qui ont choisi de constituer une Assemblée nationale inédite sous la Ve République, totalement contre-intuitive par rapport à ce qu'est la Ve République, c'est-à-dire une assemblée divisée en trois, et dans laquelle aucune des trois parties ne veut travailler avec l'autre. Ça, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, c'est la démocratie, c'est le jeu de la démocratie. Et c'est quand même malgré tout, c'est ça fondamentalement qui jette aujourd'hui la France dans le chaos. Pourquoi? Dans le chaos politique. Pourquoi? Parce que nos élus, de toutes sortes d'ailleurs,
n'ont pas compris que dans une situation comme celle-là, il fallait changer. Il fallait changer de comportement. On n'est plus dans un système majoritaire. Il faut essayer des compromis. Il faut essayer de trouver, comme l'ont fait les hommes de la 3e ou de la 4e République, et parfois avec succès, il faut essayer de trouver des solutions. Alors sur la deuxième interrogation, évidemment, sur l'hypothèse de la démission du président de la République. Au cas où cette motion de censure aboutirait à la formation d'une nouvelle majorité, éventuellement, certains disent que ça pourrait être soit un gouvernement technicien, ça pourrait être un gouvernement qui serait un peu plus déporté vers la gauche. Je n'y crois guère, puisque les socialistes sont toujours dans la même stratégie d'alliance avec la France insoumise. Bref, un autre gouvernement ne manquerait pas d'être censuré dans un délai assez bref. Et l'on se dit, dans ce cas-là, qu'on entrerait vraiment dans une crise de régime. Là, ce ne serait même plus une crise parlementaire, une crise politique, ce serait une crise de régime, et que la solution la plus, logique et conforme à l'esprit de la Ve République, ce serait d'en appeler à nouveau au peuple, et donc la démission d'Emmanuel Macron et une nouvelle élection présidentielle. Mais je pose quand même la question. Bon, d'abord, je ne suis pas du tout sûr que Emmanuel Macron soit dans cette disposition d'esprit. Ça, c'est la première chose, mais ça le regarde. Mais je ne suis pas du tout sûr non plus que la France ait besoin de ça, je le répète, dans la conjoncture actuelle, et donc que l'opinion publique soit véritablement, même si les sondages disent le contraire, soit prête à cette démission. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Déjà, notre vraie voix du jour, Frédéric d'Arcachon, qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement est en sursis pour vous, il va tenir? Moi, je pense de toute façon, il est souhaitable dans l'état actuel qu'il tienne, parce que on peut plus s'amuser comme ça. Je pense que la situation, même si elle est un peu noircie avec cette histoire de prêt de la grecque et tout ça, malgré tout, on est quand même dans un foutu merdier, si on peut dire le contraire. Donc il faudrait mieux qu'ils tiennent, parce que qu'on soit au moins crédible quelque part, et bon, qu'il y ait quelques comptes, parce que si on veut de toute façon, je ne sais pas au juste ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que c'est pour la démission de Macron? Est-ce que bon, ça j'y crois pas trop. Je pense qu'il s'arc-boutera dans la place jusqu'au bout. Donc on va encore faire un méli-mélo derrière. Vous avez Mélenchon qui est là après à tout détruire, parce que là c'est horrible. Et moi je pense qu'il faut. Je souhaite qu'ils tiennent. Qu'ils tiennent. Vous voyez, c'est l'avis de Jean Garrigue. Il y a quelque part cette espèce de dire bon, s'il tient. Il tiendra peut-être brinque-ballant, mais au moins on rassurera les marchés financiers et c'est bon pour la France, Nicolas Corato. Oui, il y a des injonctions paradoxales. C'est vrai que quand on regarde les sondages, effectivement, il y a une sorte d'appétence ou d'appétit pour une éventuelle motion de censure du gouvernement Barnier. Et en même temps, les Français sont très inquiets sur la conjoncture économique, sur l'arrêt de la croissance, sur le retour du chômage, sur le freinage encore un peu plus de leur pouvoir d'achat. Et donc c'est très ambivalent de regarder notre population, de nous regarder nous, espérant d'une certaine manière une crise institutionnelle pour régler ce qui n'a pas été réglé par cette dissolution, et puis en même temps s'apeurer ou s'inquiéter de ses effets sur notre vie quotidienne. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Jean Garrigue, c'est peut-être le pire moment pour déclencher ces crises institutionnelles qui peuvent devenir des crises de régime. Un mot court, Loïc Guérin, on repart au 0826 300 300, ça appelle énormément. Alors très court, juste sur un aspect, la démission du président de la République, si elle venait à arriver, on fait un peu de la politique fiction, le Parlement reste. Oui. Car l'article 12 ne permet pas de dissolution avant l'été. Par le prochain président. Juste pour intégrer ça dans l'équation. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura un gouvernement X ou Y, mais avec un Parlement inchangé jusqu'à l'été prochain. Voilà. Jusqu'à septembre. Parce qu'il peut dissoudre que le 7 juillet, mais voilà. On ne va pas voter le 7 août. Exactement. Allez, direction Béziers. Bonsoir Christian. Eh ben bonsoir, merci de me prendre au téléphone. Avec plaisir, on vous écoute. Oui, moi je me suis permis de téléphoner parce que tout à l'heure, votre interlocuteur a donné un certain nombre d'affirmations quant aux responsabilités. Je pense qu'il faudra juste rappeler que la première responsabilité, elle vient quand même de Macron, puisque c'est quand même lui qui a fait la dissolution et personne d'autre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce qu'a dit Jean Garrigue.
Ouais, non, mais la création de la situation dans laquelle on est en train de vivre, elle est quand même signée Emmanuel Macron. Hein. Alors, est-ce qu'il faut lui demander de partir à un moment ou est-ce qu'il faut lui demander un peu de réfléchir avant de parler? Ce serait déjà une première des choses, parce qu'il nous amène à avoir des positions à l'étranger qui sont assez désagréables. Et on le ressent. Moi, je pars à l'étranger assez régulièrement. Les remarques concernant actuellement les Français, le gouvernement français et le président sont pas très agréables. Donc ça, c'est quand même un point qui est quand même très important. Maintenant, en ce qui concerne la notion de la motion de censure, je suis d'accord avec un de vos interlocuteurs qui disait qu'effectivement, le Rassemblement national joue un petit peu actuellement sur une corde raide. Est-ce que ce serait sérieux de dissoudre? Je ne suis pas du tout convaincu. De voter la censure, pardon, vous voulez dire. Dissoudre, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi, oui, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, laissons M. Barnier travailler un petit peu. Il a fait l'effort de prendre une place qui est quand même très difficile. Il a énormément de mérite parce qu'il essaye quand même d'arranger un peu tout le monde. Je crois que c'est un travail qui est très difficile. Il faut quand même considérer que c'est un monsieur qui est très respectable. Merci Christian. On apprend à l'instant que Michel Barnier veut sensiblement baisser les soins pris en charge pour les sans-papiers dans l'aide médicale d'État. Est-ce que c'est pas quelque part un geste qui serait fait en vue d'une non-censure du RN? En plus de l'électricité, là, ça donnerait quand même du grain à moudre. Jean Garrigue. C'est tombé à l'instant. Surtout qu'il donne raison à un ministre contre l'autre. Oui, non, mais ça paraît évident qu'il s'agit là de deux concessions au Rassemblement national, c'est-à-dire d'un geste politique fort. En réalité, à la suite de l'entretien avec Marine Le Pen, qui n'avait pas, semble-t-il, donné satisfaction, il y a eu énormément d'allers-retours entre le Rassemblement national et l'entourage de Michel Barnier, les équipes de Michel Barnier, et manifestement, il y a des résultats. Et finalement, ça peut être, j'allais dire, du gagnant-gagnant pour les deux. Certes, pour Michel Barnier, il aura eu l'air de, ce qui est la réalité objective, de devoir son maintien au Rassemblement national, mais il sera maintenu pour mener sa politique et pour ramener un peu de stabilité dans un paysage quand même chaotique. Et du côté du Rassemblement national, ils seront ceux qui ont défendu les intérêts des citoyens et gagné ce pari en maintenant l'ordre, la stabilité, puisqu'ils n'auront pas voté la motion de censure. Alors je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais je le répète, a priori, ce serait pour moi actuellement du gagnant-gagnant. Jean Garrigue, vous avez pris un pari, c'est que Michel Barnier serait le 1er janvier encore à Matignon. Philippe Bilger, votre pari? Moi, je crois que c'est possible. Ah bah ça, vous vous mouillez. Donc vous dites oui. Nicolas Corato, il y sera encore à Matignon, Michel Barnier, le 1er janvier prochain? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'oserais même dire que c'est souhaitable. D'accord. Et vous? Moi, je pense qu'il va rester aussi. Et l'information qui vient de tomber va, me semble-t-il, clairement dans ce sens-là. Va dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous tous. Merci Jean Garrigue, historien spécialisé dans l'histoire politique, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Merci beaucoup à Christian. Frédéric, vous restez avec nous. Vous êtes prêts pour le qui c'est qui l'a dit? Oh là là, je l'appréhende. Ne vous inquiétez pas, ça va très... Je vais vous aider. Allez, non, je ne le ferai pas, sinon il me lyncherait. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Nicolas Corato, Loïc Guérin, et c'est l'heure, évidemment, du qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Frédéric, vous connaissez le principe, c'est vous le starter, vous donnez le coup d'envoi du qui c'est qui l'a dit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit à 1 point. Commence facile. La France n'est pas la Grèce. Frédéric. La France n'est pas la France n'est pas la Grèce. Langoucha. Ah là, je l'ai piroué, puis alors. Les vraies voix. C'est pas Armand. Si bonne réponse de Philippe Bilger, Antoine Armand, le ministre de l'économie et des finances. Attention, celle-là vaut cher.
Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur Boualem-Sansal? Nous avons aussi des prisonniers politiques. Je fais allusion au président du FLNKS, actuellement en prison à 17 000 km de la Kanaki. Frédéric. Nous avons encore... Est-ce que c'est du LFI, ça, non? Mathilde Panot. Bonne réponse de Nicolas Corato, 3-4 qui marque 3 points. Bravo. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Là, on fait la synthèse. Entre 1 et 3, ça fait 2. Si le gouvernement s'entête et ne veut pas discuter, alors ce gouvernement tombera. Frédéric. Marine Le Pen? Non. Chelu? Non, c'est le même parti. Bardella. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui égalise avec Nicolas Corato. Oula, lutte au couteau. Oui. Bon. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Frédéric. La position et même la personne de Jean-Luc Mélenchon sont les plus rejetées dans l'opinion publique. Quand on a un tel niveau de détestation, ça pose quand même une question. Frédéric. Puis j'ai entendu ce truc-là. Allez. Les vraies voix. Yael Braun-Pivet. Non. Elisabeth Borne. Non. Il a eu de très hautes fonctions. Très haute fonction. Édouard Philippe. Non. De très haute fonction. Eh bien, c'était François Hollande. Ah ben oui. Oui, c'est quand même de haute fonction, président de la République, oui. On peut le dire. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement? Tous les champs sont possibles. Frédéric. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Tous les champs sont... Tous les champs sont possibles. Les vraies voix. Ouais. Qui on a eu ce matin? Valérie Létard. Non, parce que il y a le planning de la journée qui est écrit dans le studio. Et Nicolas Corato, ayant triché de manière éhontée, il a moins 3 points. Je vous enlève rien, je suis sympa. Mais est-ce que c'est avec exécution provisoire, ça? Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Frédéric, sur l'abolition de la réforme des retraites? C'est bien la Macronie qui bordélise aujourd'hui. Ce sont des amendements de blague, ça m'écoeure. Frédéric. Ok. C'est une députée. C'est pas Sandrine Rousseau. Non. Sourdet. Non. C'est pas Panot de nouveau. Clémentine Autain. Non. Non. Et une femme. Une femme. Ça commence comme Clémentine. Ah oui. Clémence Guettet. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Clémence Guettet. Eh bien, écoutez, sur le gong. Et sans tricher. Vous avez, et sans tricher pour une fois. Vous avez gagné. Bravo à vous, Frédéric. Alors, vous avez vu que là, c'est vraiment du très haut niveau, qui c'est qui l'a dit. Hein. Oui, oui. Bon, le Guérin était solidaire avec vous, avec un 0 point de vie. On peut dire qu'il fait vraiment du social, toujours. On sent qu'il a trop long. Voilà. Quant à Philippe Bilger, vous n'êtes pas trop déçu? Vous ne m'accusez pas d'une quelconque turpitude. Ah ben, le Florent Guettet, vous guettiez l'erreur. Allez, dans quelques instants, merci Frédéric et bonne journée du côté du bassin d'Arcachon, une région magnifique qu'on adore sur Sud Radio. Juste après le journal, on aura évidemment le répondeur du jour, le coup de gueule et évidemment les tours de table de l'actualité. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix pour une seconde heure avec Philippe Bilger, toujours en parfaite forme, toujours avec une superbe cravate. Loïc Guérin avec une superbe chemise mais pas de cravate. Et Nicolas Corato qui cumule superbe chemise et superbe cravate. Vous êtes d'accord? C'est une forme de synthèse hollandaise. À 18h40, pardon, le coup de projecteur des vraies voix. 79% des communes touchées par le trafic de drogue. Le subissez-vous dans votre propre commune? Vous dites oui à 56%. Venez témoigner au 0826 300 300. Allez, tout de suite le répondeur. Je m'appelle Jean. J'appelle de Prades dans les Pyrénées-Orientales au sujet des régimes de retraite. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas aussi plafonner les retraites de façon à pouvoir donner le surplus que l'on supprimerait aux gens qui ont des grosses retraites,
le reverser sur les petites retraites. Voilà, bonne journée, merci, au revoir. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas du bon sens? Parce qu'il y a des gens, moi je connais des gens qui ont la chance d'avoir des retraites à 6 000 € par mois, qui avaient des très très bons postes, et est-ce que quelque part on pourrait pas leur demander à eux, alors que comme ils ont très bien gagné leur vie, ils sont propriétaires de leur logement, voire même de leur résidence secondaire, voire de leur tertiaire, et quand on voit des gens qui ont des retraites à 700 € par mois agricoles, ça pose pas question. Est-ce que ça pourrait me concerner? C'est pas vous que je visais. Non, parce que si ça me concerne, je suis contre. Mais sur le fond, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Jean C'est bien, mais ça n'est pas la tradition française que de réparer une inégalité, puisque le principe français considère que l'égalité doit être la même pour tous, quels que soient les revenus qu'on a. Nicolas Corato. Oui, non, mais l'idée de dire qu'on oppose toujours les Français les uns aux autres, ceux qui ont des moyens, ceux qui en ont moins. La question, c'est comment on revalorise les petites pensions. La question, c'est comment on revalorise notamment les pensions des veuves. La pension de réversion. La pension de réversion, oui, qui est un vrai sujet en France. Donc, c'est vraiment ça la question. Et puis le dire peut-être autrement. L'avenir des retraites, c'est aussi les cotisations qui sont payées par les actifs. Non, parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on paye suffisamment de cotisations quand on travaille pour ceux qui ne travaillent pas? Je rappelle que c'est un mécanisme de solidarité, la retraite. Comme le chômage. Donc, plutôt que d'aller chercher entre les retraités des compensations, est-ce qu'il ne faudrait pas se reposer la question de savoir si nous payons suffisamment de retraite? Loïc Guérin. Alors, j'ai pas nécessairement une pertinence particulière sur le thème, qui est évidemment éminemment complexe, mais j'ai simplement une petite suggestion aussi, enfin, en tout cas un élément dans l'équation, c'est que si vous commencez à trop imposer les retraites dites plus volumineuses, c'est pareil, là c'est un curseur subjectif. À partir de quand on devient riche? Je me souviens de certaines saillies politiques. À 4 000 € par mois, d'après François Hollande. On a la même en tête, mais vous voyez, tout cela est très relatif, tout cela est très discutable, mais en tout état de cause, vous avez un choix fiscal qui reste. C'est-à-dire que le retraité qui verrait sa retraite être amputée un peu trop aurait l'option de partir dans d'autres pays qui auraient une meilleure valorisation de sa propre retraite. Donc voilà. Oui, j'ai oublié de préciser, mais ça suit que les retraites, les fortes retraites sont imposées. Ah oui, ça paye de l'impôt. Ce qui n'est pas le cas des petites retraites. C'est vrai. Oui. Donc, mais c'est comme les petits salaires. Il y a quand même un mécanisme de redistribution. Vous êtes un gros contribuable quand vous avez une grosse retraite. Et généralement, la contribution avant était également à l'aune de revenus dégagés. Donc, Les vraies voix, 18h10. Dans quelques instants, le tour de table des vraies voix. Le vôtre, Jean-François Copé, qui a dit quelque chose qui m'intéresse. Ah bah, c'est bien. Loïc Guérin. La question de la valeur du rouble, plus ou moins que le papier sur lequel il imprimait. Et vous, Nicolas Corato? Le Liban, premier succès diplomatique du président Macron depuis très longtemps, et dernier, certainement, succès diplomatique de Joe Biden. Et tout de suite, je vais pousser un coup de gueule sur Emmanuel Macron. Restez bien avec les vraies voix. Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Nicolas Corato, Loïc Guérin. Dans quelques instants, l'info en plus, Félix Mathieu. Avec la CGT qui redoute jusqu'à 200 000 suppressions d'emplois en France, avec ces plans sociaux qui se multiplient. Et tout de suite, le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Ce que vous démontrez là, c'est exactement la promesse républicaine. Et il y a une chose, moi, qui m'insupporte, s'il y a quelque chose qui a fait que je me suis engagé en politique et que j'ai voulu mener les combats que j'ai menés, c'est que parce qu'on est né quelque part ou qu'on a tel ou tel nom, on puisse se dire c'est pas possible pour moi. Et dans chacune de vos histoires, là, celle que vous venez de raconter, normalement c'était pas possible pour vous. Franchement, qu'une jeune femme aille dans le bâtiment, et alors en plus, vous venez voiler, on aurait des tas de problèmes sur plein de chaînes, on n'aurait parlé que de ça. Et ben voilà. Et il y aurait, je vais vous dire, la vraie difficulté de notre pays, c'est que la même jeune femme, en voyant son CV dans des entreprises de bâtiment, à mon avis, elle avait 6 refus sur 10. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle le Palais de l'Élysée. Pourquoi le Palais de l'Élysée? Parce que vous venez d'y entendre Emmanuel Macron hier soir, alors qu'il remettait le prix des talents des cités à une jeune femme entrepreneur de 23 ans voilée.
Un Emmanuel Macron qui a cru bon d'accoler le mot voile et l'expression promesse républicaine, chose qui a fait sauter au plafond le laïcard que je suis. En effet, tout d'abord, un voile islamique n'avait rien à faire dans le palais de l'Élysée puisque, faut-il le rappeler, la France est une république laïque. Enfin, peut-être que le palais de l'Élysée ne fait plus partie des palais de la République, quand on se souvient qu'il y a presque un an, le chef de l'État avait célébré la fête juive de Hanouka au sein même de ce palais. Le même Emmanuel Macron qui, lors des obsèques de Johnny Hallyday, avait arrêté son geste de bénédiction du cercueil de la star, histoire de ne pas faire devant les caméras de télévision un signe de croix. On connaissait depuis belle lurette les indignations à géométrie variable. Avec Emmanuel Macron, on a la laïcité à géométrie variable. Mais pire, victimiser cette jeune femme qui n'a rien demandé, en disant qu'avec une photo voilée, les entreprises ne voudraient pas d'elle, revient à faire ni plus ni moins que du communautarisme. Rappelons que la loi du 9 décembre 1905, qui sépare les églises et de l'État, dit que le religieux relève de la sphère privée, mise en musique de la parole de Victor Hugo qui disait « L'église chez elle, l'État chez lui ». Et non, le voile, ni la kippa, ni la croix, ni quelque signe religieux, quel qu'il soit, n'a sa place dans l'entreprise. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent et créer de la richesse, pas pour aller y faire du prosélytisme religieux, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Finalement, Emmanuel Macron a encore fait du en même temps, défendre le voile en France tout en affichant un soutien de façade aux femmes iraniennes qui se battent pour ne pas avoir à le porter. Pour ceux qui en doutaient encore, il est un communautariste à l'anglo-saxonne et en aucun cas un universaliste républicain à la française. Philippe Bilger. Mon cher Philippe, je suis d'accord avec vous si le terme promesse républicaine ne s'appliquait qu'à cette femme en raison du fait qu'elle était voilée. Mais j'ai cru comprendre, mais peut-être ai-je tort, qu'en réalité il évoquait les deux bouts de la chaîne. Cette femme était voilée, bien sûr, elle avait 23 ans, elle était méritante, elle avait créé une société très remarquable qui a obtenu un prix. Je me demande si la promesse républicaine ne réunissait pas ces deux éléments. Mais je n'en suis pas sûr. Nicolas Corato. Je vais poursuivre sur la nuance du procureur Bilger. Moi, ce que j'ai entendu dans l'extrait, ça n'enlève rien au talent de votre édito, mon cher Philippe. Mais ce que j'ai entendu dans l'extrait, c'est aussi l'idée de la discrimination sur le nom de famille. Et c'est ce que semble viser le président de la République lorsqu'il dit « mais avec un nom pareil, vous n'auriez, comme des milliers de Français, vous auriez eu énormément de mal à obtenir des entretiens », ce qui est aujourd'hui un fait documenté. Et on sait bien sûr qu'il y a eu tout un débat sur les CV anonymes. Je pense que votre invité de la CGT pourrait nous en parler. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un certain nombre de Français d'origine étrangère ou avec des noms qui viennent d'ailleurs que de la France, qui sont constamment discriminés sur l'accès à l'embauche. Loïc Guin. Alors, il me semble qu'il y a un peu une contradiction dans la posture quand même. C'est-à-dire que trouver utile de pointer du doigt le voile porté et le mélanger dans une même diatribe comme là à l'instant, enfin, il est intelligent. A priori, son discours est préparé, il y a réfléchi, c'est probablement pas lui d'ailleurs qui l'a écrit tout seul, donc c'est intentionnel, chaque mot est pesé, chaque mot est ciselé, donc je suis gêné évidemment de voir le chef de l'État fouler du pied la laïcité, créer une forme de communautarisme validé, et ça, pour moi, ça reste un problème majeur dans notre société. Allez, tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Alors que les plans sociaux se multiplient, la CGT redoute 200 000 suppressions d'emplois en France. Michelin, Auchan, ArcelorMittal, Boiron, Gima, MA France, Thales. Les annonces de plans sociaux actés ou bien en projet se succèdent comme ça aux quatre coins du pays. Dernière en date, l'équipementier automobile Valeo qui va supprimer 866 emplois sur 8 sites. La CGT a fait les comptes et elle recense près de 250 plans de licenciement en préparation, soit jusqu'à 200 000 emplois menacés. Pour en parler, nous sommes en ligne avec David Gisto, secrétaire confédéral de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment ça s'explique, toutes ces suppressions d'emplois, en particulier dans l'industrie ? Mais dans l'industrie, par exemple, de l'industrie automobile, on ne le découvre pas, puisque c'est les chiffres de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui démontrent que depuis 2012, on a perdu 70 000 emplois dans cette filière, dans la totalité de la filière, bien évidemment. Et donc là, il y a une accélération aujourd'hui. Le temps politique n'est pas le temps industriel, et le passage du véhicule thermique au tout électrique a automatiquement des conséquences en France, mais aussi en Europe. Et donc, effectivement, il y a une accélération qui est aussi liée aux stratégies
des constructeurs français, Renault et Stellantis, qui ont fait le choix de faire des véhicules plus chers, à plus forte valeur ajoutée, mais ils en fabriquent moins, plutôt que de faire le choix de fabriquer plus de véhicules, mais à des prix plus accessibles d'ailleurs pour une grande majorité de Français. Les vraies voix pour interroger David Gisto. Peut-être juste une question pour relativiser ou pas d'ailleurs le chiffre en question. Bonsoir monsieur. Vous avez parlé de 70 000 emplois donc supprimés dans l'industrie automobile. J'ai bien entendu, j'ai bien noté, je ne me trompe pas, hein, c'est ce que vous dites? Oui. Est-ce que vous avez, pour placer le chiffre dans le chiffre global, c'est-à-dire sur combien d'emplois en ce moment actifs? On est à quel pourcentage? Quelle est la fraction à peu près, hein? Dans la filière automobile, on est sur un chiffre en 2012, on était à 250 000 emplois dans la filière auto. Voilà. Et donc là, on est sur des chiffres où on est à 170 000, mais c'est y compris lui-même qui explique que à nouveau, d'ici 5 ans, il emploie dans cette filière qui vont. Donc c'est 15%, ce que vous dites finalement, c'est 15% de perte d'emplois dans cette branche-là. Tout à fait. C'est énorme. Depuis 2012 déjà. Philippe Bilger. J'avais évoqué moi-même ces chiffres hier, en les reprenant de la CGT. À votre avis, j'ai cru comprendre que vous estimiez qu'il y avait véritablement une alternative à cette crise extrêmement préoccupante. Ce serait quoi, à votre avis, profondément, le remède? Nous, on porte le fait qu'il y ait un moratoire global sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire un moratoire, par exemple, il existe une loi, c'est la loi Florange, qui impose qu'au-delà de 1000 salariés, il n'y ait pas de fermeture de site tant qu'il n'y a pas eu un travail de recherche d'un repreneur. Et nous, on propose qu'on baisse ce chiffre de 1000, qu'on le baisse aux entreprises de plus de 50 salariés. On propose également de faire intervenir la BPI, Banque publique d'investissement, c'est aussi son rôle. Et enfin, on considère aussi que dans cette période-là, il y aurait besoin pour faire le dos rond, parce qu'il y a le structurel et le conjoncturel. Et donc, il y a aussi besoin de voir avec du chômage partiel que certains grands groupes pourraient prendre en charge à 100%. Parce qu'on fait une différence avec les grands groupes et des petites PME et TPE qui n'ont pas les mêmes moyens. Et donc ça permettrait, le chômage partiel, on peut par exemple l'utiliser à former des salariés pour préparer les métiers de demain. Donc ça, c'est des réflexions et c'est ce qu'on porte pour éviter de perdre des savoir-faire qu'on ne retrouvera plus jamais et qui vont tuer l'industrie en France. Merci David Gisto. On rappelle que vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Tout de suite, merci à vous David Gisto. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. Jean-François Copé. Nicolas Corato. Macron, Liban, Biden. Loïc Guérin. Le rouble, jusqu'à quand ou jusqu'à combien tombera-t-il? Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Loïc Guérin, Nicolas Corato. C'est l'heure du tour de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. Et vous voulez parler de Jean-François Copé, Philippe Bilger? Oui, Jean-François Copé, que je connais bien et qui est le maire de Meaux. J'aime en général ses analyses politiques parce que je peux être en désaccord avec certaines d'entre elles, mais c'est un homme intelligent et qui n'est pas animé par une hostilité systématique à l'égard du macronisme. Il a dit hier qu'en réalité, la seule conséquence possible aujourd'hui de la dissolution ne pouvait être que la démission du président. Donc c'est cette espèce d'affirmation très nette, péremptoire d'une certaine manière, m'a intéressé parce que pour qu'un être comme lui aille vers cette affirmation claire et nette, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans le climat actuel. Hier, Charles de Courson avait dit la même chose et ce matin, Sébastien Chenu. Vous êtes d'accord avec ça? Il devrait démissionner?
Alors, je vais avoir un problème de positionnement parce que d'un côté, personnellement, j'ai peu de respect pour le travail qui a été accompli ou le positionnement qu'il a régulièrement entre deux eaux permanents. L'image qu'il projette n'est pas nécessairement la bonne. Il a tordu du bras les institutions et la tradition républicaine à maintes reprises, sur le plan constitutionnel comme sur le reste. Donc, de ce point de vue-là, je peux comprendre qu'on ait envie de le voir partir et sa dissolution est un échec politique et une erreur politique. Mais d'un autre côté, j'ai le problème de l'article 12, c'est-à-dire que si la Constitution, s'il démissionne, on se retrouve de toute façon avec un Parlement paralysé et en plus un exécutif qui le sera tout autant, enfin en tout cas avec une difficulté à régner, si j'allais dire régner, le lapsus est intéressant. Nicolas Corato, vous pensez comme Copé, comme Charles de Courson, comme Chenu? Écoutez, comme il cite souvent sa grand-mère, le président de la République, je vais citer la mienne, ça lui reste bien. Vous voyez, comme on dit dans le sud-ouest, ça lui reste bien. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est pas à nous de commenter ce qui risque de lui être imposé par lui-même. Quand même se rappeler, c'est pour ça que moi je suis assez nuancé sur le sujet, que la dernière fois qu'il a touché aux institutions, ça n'a pas été une très grande réussite. Donc moi je préférerais qu'il continue à s'abstenir. mais c'est un vœu pieux. Votre tour de table, comme on vous tient Nicolas Corato, c'est sur le Liban. Eh bien c'est pour lui rendre hommage. Je pense qu'il faut reconnaître aussi quand ça fonctionne. Vous avez remarqué et appris, comme moi, certainement avec beaucoup de bonheur, qu'on a réussi à trouver un accord de trêve au Liban. C'était une bonne nouvelle pour tout le peuple libanais qui était sous les bombes depuis plusieurs semaines. Et Joe Biden, qui a présenté cet accord, a rendu hommage au travail de la France et du président Macron, qui depuis plusieurs mois, avec les États-Unis, ont écrit les termes de cet accord qu'ils ont réussi à imposer aux belligérants, État d'Israël et Hezbollah, avec une forme de neutralité bienveillante de l'Iran, ce qui était très important, tout en préservant la souveraineté du Liban, ce qui était aussi un des axes forts. Et je crois qu'il faut pouvoir reconnaître les succès diplomatiques du président Macron. Ils sont pas si nombreux que ça, mais quand ils existent, ils sont très importants. C'est important aussi pour la France. On entend souvent, y compris ici, que la France est en déclin, que la France ne compte plus dans le monde. Manifestement, dans ce coin du monde, elle a encore une voix qui porte et qui rend des effets positifs. Et puis peut-être noter que cet accord, et c'est plutôt encourageant, a été suivi à la demande de Joe Biden, pas à pas, par l'équipe de Donald Trump, qui a été complètement associée aux discussions, ce qui peut laisser présager qu'il aura un avenir au-delà de l'intronisation du président Trump, et on espère une continuité pour que, en tout cas au Liban, et peut-être on l'espère ailleurs, à Gaza par exemple demain, la paix revienne. Philippe Bilger. Si la France a eu un rôle décisif, Nicolas, je m'en félicite. J'avais cru comprendre, mais ça n'est pas contradictoire avec ce que vous venez de dire, que, comment dirais-je, c'est l'Iran qui avait imposé au Hezbollah l'acceptation de ce cessez-le-feu et que notamment il y a une personnalité israélienne qui a joué un énorme rôle en mettant en œuvre une démarche, une négociation assez pragmatique qui représentait un style nouveau. Mais ça n'infirme absolument pas ce que vous venez de dire. Un succès pour Emmanuel Macron, Loïc Guérin? Un succès pour la France. Mais Emmanuel Macron probablement aussi, mais tout le personnel politique dont on parlera jamais, qui a probablement œuvré, lui, en connaissance de cause du terrain et des contacts qu'ils ont pu mettre en place. Et tout de suite, votre tour de table sur le rouble. On va un peu plus à l'est. Le rouble, oui, le rouble. Enfin, plus au nord, là, plutôt, hein, par rapport au Liban. Oui, pardon, oui, mais par rapport à nous, ça dépend d'où on part. Moi, je partais d'ici, modestement. Non, le rouble est effectivement en train d'atteindre ou de battre des records historiques en termes de perte de valeur. Alors, c'est pas passé tout à fait en dessous des radars européens, mais on l'oublie un petit peu. Et je vous dirai pourquoi ça m'a particulièrement intéressé. On est aux alentours de 110 roubles pour 1 euro. Pardon, 115 roubles pour 1 euro et 110 pour 1 dollar, peu ou prou selon les jours. Pour rappel, en janvier 22, avant le déclenchement de sa guerre en Ukraine, il était à 77. Donc vous voyez la perte de valeur. Au plus haut du rouble, on est à moins 54% de valeur. Imaginez l'impact immense que cela a à l'échelle internationale, parce qu'évidemment quand vous achetez en rouble, ça vaut plus rien, mais aussi à l'échelle locale, puisque vous avez une inflation. J'ai noté que le taux d'intérêt immobilier en Russie est à 23%. Ça vous en dit long. Les taux directeurs sont autour de 20%. Donc en clair, la Russie est en train de gentiment s'approcher d'une situation de banqueroute, ce qui permet quand même de pondérer la petite chanson que certains reprennent en chœur, qui sont généralement assez peu objectifs en la matière, mais les relais de la propagande russe que l'on nous déverse depuis 2 ans, les sanctions ne servent à rien. On a la démonstration très claire
qu'elles servent au contraire très bien. Philippe Bilger. Mon cher Loïc, est-ce que ça n'est pas a posteriori la démonstration de la validité du point de vue de Bruno Le Maire, qu'il avait peut-être affirmé trop tôt? Je pense. L'économie russe, semble-t-il, tient essentiellement parce qu'elle est mobilisée comme une économie de guerre. L'essentiel des ressources et les actifs qui étaient disponibles du fait de la vente de l'industrie pétrochimique a servi pour l'instant à compenser les pertes immenses, mais à toute chose, fin arrive, et là on est en train d'approcher, je pense, de la fin. Nicolas Corato. Oui, ce qu'on peut noter, c'est que Vladimir Poutine aura définitivement détruit la classe moyenne qui était née dans les années 90 après la chute de l'URSS, et que ces sanctions viennent parachever son œuvre. Il avait déjà des résultats économiques extrêmement calamiteux. Finalement, si on enlève la guerre et si la paix revient, l'économie russe risque de sombrer. Et c'est pas de très bonne aloi. C'est-à-dire que finalement, Poutine a plutôt intérêt à continuer cette guerre coûte que coûte pour maintenir son pouvoir vis-à-vis d'une opinion publique qui pourrait lui en vouloir énormément d'avoir dégradé sa situation et sa vie quotidienne. Ils ont un sacré système de communication parce que moi je n'y connais pas grand-chose, mais on avait l'impression inverse. Ce que vous avez dit, Loïc. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, retour sur un constat alarmant de la Cour des comptes. 79% des communes sont touchées par le trafic de stupéfiants. La sécurité dans nos communes est-elle sacrifiée faute de moyens? Alors êtes-vous surpris par ces chiffres dévoilés par la Cour des comptes? Pensez-vous qu'on peut encore renverser la vapeur contre le narcotrafic? Et à cette question, 79% des communes touchées par le trafic de drogue, le subissez-vous dans votre propre commune? Vous dites oui à 56%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges et président de l'Association des maires ruraux de France. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir. Une question cash pour une réponse cash donc courte. Près de 80% des communes touchées. Est-ce que ça va encore augmenter? J'espère que non, mais je pense que oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Nicolas Corato, Loïc Guérin, et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Des opérations Place Nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Le trafic de stupéfiants touche 79% des communes, indique un rapport de la Cour des comptes. Les magistrats saluent les efforts de l'Office anti-stup créé en 2020, mais ils déplorent un budget insuffisant et un manque de personnel spécialisé. Alors parlons vrai, est-ce que le premier manque dans la lutte contre le narcotrafic, c'est les moyens ou c'est le courage politique? Est-ce que ce rapport de la Cour des comptes peut avoir des conséquences? Et à cette question, 79% des communes touchées par le trafic de drogue, le subissez-vous dans votre propre commune? Vous dites oui à 56%. On attend vos témoignages au 0826 300 300. Avec nous, Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges et président de l'Association des maires ruraux de France. On va vous faire réagir court tous les trois parce qu'on n'a que 10 minutes. Pour lancer le débat, Philippe Bilger, vous êtes surpris de ce chiffre, 79% des communes? Non, évidemment, mon intuition personnelle me laissait entendre que monsieur le maire avait raison. Je suis frappé d'une chose très rapidement. Longtemps, la drogue était associée à la réparation, à l'apaisement de difficultés d'être, de déséquilibre personnel. Elle venait comme une sorte de remède, de baume. Et puis, depuis quelques années, elle est devenue le signe d'une industrie atroce et perverse qui accumule des profits et contre laquelle on ne peut pas grand-chose apparemment pour l'instant. Nicolas Corato. Moi, j'ai profité de la présence d'un maire sur votre plateau, même à distance, pour non pas parler du volet sécuritaire qui est majeur, qui est important, mais pour parler d'un sujet dont on parle moins, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces consommateurs de drogue répartis sur le territoire, y compris dans des petites communes qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens sociaux de suivi. Moi, j'aimerais savoir comment on traite aussi ces personnes consommatrices de drogue qui subissent ces addictions et qui sont souvent malades et donc qui méritent aussi des soins.
voire même un traitement particulier. On va faire répondre à la question, mais Loïc Guérin. Alors, à la question que vous sembliez poser, courage politique et moyens, pourquoi est-ce qu'on exclurait l'un et l'autre? Oui, la raison est peut-être, je pense à mon sens que c'est les deux. Et puis, des mesures politiques aussi qui ont été prises et qui sont catastrophiques et qui le seront d'ailleurs sur le long terme, comme la modification ou la réforme de la police judiciaire. Donc j'ai eu l'occasion de dénoncer les exactions. Les policiers, il faut remonter la même info. La police judiciaire, il lui faut du temps pour travailler. C'est une autre philosophie, une forme d'indépendance que le pouvoir politique n'a pas envie de voir prospérer. Ils l'ont détricoté contre l'avis de tous, magistrats, avocats, policiers. Eh bien, aujourd'hui et surtout demain, vous en verrez les conséquences, en particulier en matière de trafic. Michel Fournier, je rappelle que vous êtes maire des Voivres dans les Vosges et président de l'association des maires ruraux de France pour répondre aux vraies voix, dont Nicolas Corato qui vous posait une question. On vous écoute. Oui, très bien. Pardon. Non, mais pardon, mais j'ai entendu les différentes questions posées par vos trois interlocuteurs. Déjà, il faut se dire une chose, c'est que la ruralité n'est pas exclue de cette comment dirais-je, de cette infestation liée à la drogue. Ça se savait moins, ça se connaissait moins, c'était moins habituel. Mais comme aujourd'hui, il y a pratiquement un effet de mode dans cette société, notamment dans les jeunes, pour pouvoir un petit peu être en accord avec l'urbanité quelque part, eh bien, la pratique est aussi importante peut-être maintenant que dans des quartiers ou auparavant en ville. Ce qui fait que nous sommes, les maires ruraux, bien entendu, au courant de ce qui peut se passer dans nos villages et on se retrouve, il faut bien le dire, un peu impuissant. Alors on se pose des questions. La première des choses, c'est que est-ce que je vais faire un parallèle peut-être audacieux, mais la prohibition aux États-Unis sur l'alcool, ça a duré 15 ans, et puis après on a compris que c'était peut-être pas la solution, parce que le trafic se mettait en place. Alors est-ce que c'est ça la solution? Moi je suis pas forcément pour la libéralisation de la drogue. Parce que derrière, vous l'avez souligné, il y a un problème médical. Et on a déjà, nous, dans ruralité, et dans beaucoup de ruralités, on a déjà une problématique forte liée à la médecine et à l'absence de réponse médicale. Alors effectivement, la drogue devient aussi, pour les utilisateurs, une maladie. Eh bien, on n'a pas forcément non plus de réponse locale pour pouvoir soigner ces gens qui effectivement sont des utilisateurs. Vous voyez, ça entraîne d'autres conséquences et c'est pour cela qu'on peut être un peu pessimiste par rapport à cela. Et je crois que le dernier interlocuteur a parlé en fait des forces de police, de la gendarmerie. Je crois que s'il y a deux solutions, où on met de vrais moyens et à ce moment-là, on diminue la capacité et la potentialité, ou alors, on agit autrement avec une forme de libéralisation. Mais à un moment donné, il faudra choisir. Philippe Bilger. Donc je vous sens, monsieur le maire, assez pessimiste sur l'avenir, parce qu'on ne va pas vers une libéralisation, alors que l'importance du narcotrafic préoccupe complètement la société. Oui, mais vous savez, on sait quelle est l'origine aussi. Comment se fait-il qu'on a et qu'on continue à avoir des relations avec des pays qui sont les premiers pourvoyeurs? Là aussi, il faut avoir du courage politique. Je veux dire, voilà, on essaie de toujours d'être très, comment dirais-je, très gentil, entre guillemets, avec des pays que l'on connaît. On parle là, aujourd'hui, dans un autre domaine du Mercosur. Mais dans ce cadre-là, il y a aussi des gens qui produisent. Et si je parle du Maroc, par exemple, aussi, ça produit. Et donc, vous voyez, c'est des pays avec lesquels on a des alliances économiques, etc. À un moment donné, il faut aussi que le politique, entre guillemets, prenne le courage de dire, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Si vous continuez à alimenter notre population, parce que c'est le cas, et par le biais, et que vous fermez les yeux sur les trafics, nous aurons d'autres dispositions vis-à-vis de vos propres pays voilà. Nicolas, je crois qu'il y a ça aussi. Oui. Vous parlez de courage, monsieur le maire. Il y a aussi une question de responsabilité sur la manière dont on traite, y compris médiatiquement, ces sujets.
moi j'ai été quand même très interloqué ces derniers temps des déploiements très médiatiques de la CRS 8, des débats sur faut-il faire intervenir l'armée dans les cités ravagées par la drogue. Quand on interroge les spécialistes du sujet, je reprends ce que vous disiez, c'est un sujet d'enquêteur. C'est un sujet d'enquête profonde, c'est un sujet d'enquête lourde avec des magistrats spécialisés, des forces de l'ordre spécialisées. C'est pas des CRS, avec tout le respect que j'ai pour eux, ou des militaires qui vont aller mettre fin au trafic et aux trafiquants, de la même manière qu'il y a des enquêtes aussi financières, fiscales à mener, et c'est aussi parfois comme ça qu'on démantèle des trafics. Donc je pense aussi qu'il faudrait qu'on soit tous responsables par rapport à la manière dont on parle de ce sujet, qui est un sujet qui demande des moyens, qui demande de la formation, qui demande des services de l'État, et qui demande aussi effectivement que les maires que vous êtes soient accompagnés. Donc c'est ma dernière question. Comment vous êtes accompagnés par les services de l'État sur vos territoires pour faire face à ce fléau? Et est-ce que vous l'êtes vraiment? Non, non, on ne peut pas dire qu'on est accompagné, notamment dans nos ruralités, parce que les rapports avec la gendarmerie sont excellents, mais en fait, les moyens de cette gendarmerie sont aussi limités. C'est cela aussi. Et puis, moi, ce que je voudrais aussi souligner, et ça a été un peu évoqué, je veux dire, voilà, à un moment donné, il faudra bien quand même qu'on qualifie de criminalité, au même titre qu'une agression physique, eh bien, ou des agressions physiques, de criminalité, d'une vraie criminalité de tous ceux qui effectivement pratiquent ce trafic. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que les gens s'en sortent avec 3 ans, 4 ans et point la ligne, quoi. Donc, à un moment donné, ça aussi, il faudra peut-être changer les choses. Loïc Guérin, l'avocat pénaliste, un mot. Alors, je suis à contre-courant, parce que je suis plutôt, en général, le pénaliste ne va pas trop taper sur le citoyen, mais une petite anecdote. Il y a quelques années déjà, il y a même une vingtaine d'années, en échangeant avec des policiers assez gradés dans les brigades anti-stup à Paris, dans les stupes, ils faisaient déjà part de leur déshérence en termes de moyens, de capacité d'intervenir. Alors, effectivement, c'est du travail d'enquête, c'est du travail de longue haleine. Malgré tout, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'intervention des CRS qui est probablement pas adéquate, à une nuance près. Eux, quand ils me décrivaient des interventions dans les cités compliquées, ils étaient obligés de faire appel à la CRS ou à l'équivalent parce qu'ils m'expliquaient que s'ils arrivaient à 5 ou 6 pour interpeller, c'était l'émeute et ils ne pouvaient pas intervenir. Donc ça signifie simplement que ça fait 20 à 30 ans qu'on sait et qu'on ne fait pas. Le mot de la fin, Michel Fournier, en 30 secondes. Eh bien, en 30 secondes, j'espère qu'en ruralité, on n'arrivera pas à ce que vous venez de décrire, ce qui se passe dans les quartiers, parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 30 ans. Et à un moment donné, l'absence de réponse forte entraîne forcément eh bien, ce que l'on connaît aujourd'hui dans ces quartiers. Et Marseille en est, ou Marseille ou Grenoble en est l'exemple même. Et donc cela... nous ne souhaitons pas, bien entendu, qu'on en arrive là, parce que je crois que ça sera encore difficile de trouver des élus pour avoir la responsabilité du pouvoir de police dans leur village. Merci beaucoup Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges et président de l'association des maires ruraux de France. Merci Philippe Bilger, on vous retrouve demain. Demain, bien sûr. Merci Nicolas Corato, merci Loïc Guérin, on vous retrouve très bientôt. Avec plaisir. Dans quelques instants, avec Jean-Marie Bandry, j'aurai le plaisir de vous présenter les vraies voix qui font rouler la France avec Mobiliance. On va parler notamment des métiers véhicules industriels et utilitaires de Mobiliance avec Nicolas Delormand, président du métier VI de Mobiliance, et Benoît Daly, secrétaire général de la FFC Constructeur. Et on parlera ensuite des métiers dépannage, remorquage et fourrière en compagnie de Sylvain Cantrel, président de ces métiers chez Mobiliance. On aura évidemment le coup de gueule du jour. On se retrouve tout de suite avec Jean-Marie Bandry et les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio.